particulière, mais cette fois en milieu estuarien, toujours pour en comprendre un peu l'origine, la composition et les forçages, mais à la fois à l'échelle intrasystémique, c'est-à-dire au sein d'un même estuaire, et à la fois à l'échelle multisystémique, c'est-à-dire au sein d'un panel de systèmes. C'est un travail qui suit le Master 2, enfin qui était initié dans le cadre du Master 2 de Hortense Delary de la Tour, mais qui est fait en collaboration avec pas mal de personnes, j'y reviendrai dans un instant. Donc la matière organique particulière, qui est la matière particulière vivante ou d'origine vivante et non minérale, est impliquée dans de nombreux flux, notamment entre réservoirs, le continent, l'océan et l'atmosphère, et puis de nombreux flux, donc ceux qui apparaissent, alors je ne sais pas en quelle couleur c'est quasiment en noir, des flux également à l'intérieur des écosystèmes, enfin, d'un même compartiment. Donc là, on va s'intéresser plutôt aux estuaires, qui ont un peu la caractéristique d'être des systèmes très hétérotrophes. On a des flux de CO2 depuis les estuaires vers l'atmosphère qui sont assez importants. Et regardez un peu comment est un peu le cycle de la matière organique particulière. Donc vous avez ici un zoom sur l'estuaire. Donc le COP ou la MOP en général est impliqué donc, dans les flux du continent, enfin en tout cas des rivières vers les estuaires, directement du terrestre, du continent vers les estuaires. Les échanges évidemment avec la mer, mais sont aussi le lieu d'une production primaire et puis de processus de sédimentation, de remise en suspension et de respiration. Alors ce qui manque un peu, en fait, ce qui est juste en filigrane dans ce schéma, c'est l'entrée de cette matière dans le réseau trophique, puisque la matière organique particulière et ses différents compartiments entrent dans le réseau trophique, que ce soit sous forme de phyto ou que ce soit sous forme de détritus. Ici, c'est l'exemple de l'estuaire de la Gironde. On a donc une forte diversité de sources de matière organique particulière dans les estuaires. Donc évidemment du matériel terrestre, du sol par exemple, du matériel anthropique, Camilla en parlait, les matières issues des stations d'épuration, et puis des producteurs primaires, pélagiques, le phyto, et benthiques, microphytobenthos, macroalgues et macrophytes. Donc ces différentes sources sont soumises à différents flux et sont également dégradées, remaniées, déposées dans le sédiment, remis en suspension. Et j'ai mis ici un peu schématiquement le bouchon vaseux, qui a une forte importance dans les écosystèmes estuariens, en particulier dans la partie haline, ou saline des estuaires, on y reviendra. Donc associé à ces flux, en fait, l'importance de ces flux et l'importance des différents compartiments de la MOP au sein de ces flux va évidemment varier en fonction de nombreux forçages, de nombreux paramètres environnementaux. Évidemment, température, lumière, concentration en nutriments pour les producteurs primaires, tout ce qui va être hydrodynamique sédimentaire avec la marée, les débits, le mélange des masses d'eau douces et salées, la formation du bouchon vaseux, mais également la géomorphologie du système étudié, et puis ce qui va se passer en amont dans les bassins versants, l'occupation des sols et la pédologie. Donc l'idée est, dans ce contexte, de quantifier les contributions relatives des différentes sources à la composition de la MOP estuarienne, donc savoir quel pourcentage de quelle source est présente à quel endroit, à quel moment. De regarder ensuite quels sont les forçages environnementaux, ce qui va faire qu'on a une variabilité spatiale et temporelle sur la composition de la MOP. Et, comme je disais tout à l'heure, à la fois à l'échelle intrasystémique, à la fois à l'échelle multisystémique. Donc on considérera trois zones de l'estuaire. La limite amont de la marée dynamique, donc l'eau douce qui n'est pas encore soumise à l'influence de la marée, l'estuaire fluvial, donc qui est l'eau douce soumise au balancement des marées, et puis la partie saline, qui est le mélange, le gradient salin, le mélange des masses d'eau douce et des masses d'eau de mer. Sachant que dans la présentation, je présenterai d'une part les estuaires salins, d'autre part à la fois l'estuaire fluvial et la limite amont de la marée dynamique que je nommerai communément et de façon un petit peu abusive estuaire fluvial pour l'ensemble de ces deux zones. En fait, c'est des travaux c'est une compilation de différentes données depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Les premiers prélèvements datent de ma thèse en 97 en Seine et puis
autour de la rade de Brest. Donc on a en fait 16 systèmes qui ont été échantillonnés, enfin qu'on a échantillonnés au cours de ces années, à la fois des estuaires salins, donc vous voyez ici la liste, des estuaires fluviaux. La stratégie d'échantillonnage alors n'était pas spécialement dédiée à la question qu'on se pose aujourd'hui, mais l'échantillonnage peut permettre de répondre au moins en partie à ces questions-là. Donc la stratégie était selon les sites un échantillonnage mensuel, c'est le cas de la Charente par exemple, ou saisonnier, 2 à 3 gradients salins échantillonnés par an. Et concernant les estuaires fluviaux, on a en général une station d'échantillonnage qui est échantillonnée soit tous les mois, soit 2 fois par mois, au moins sur un an et parfois sur plusieurs cycles annuels. Donc ce sont encore une fois des données issues de différentes thèses. Pour la plupart, j'ai soit acquis moi-même les données, soit collaboré à leur acquisition. À part une exception, la Charente, les données sont issues de la thèse de Julien Modérand qui s'est passée à Liens, à La Rochelle, et il a bien voulu gentiment nous prêter ces données. Donc l'intérêt de bosser sur un grand nombre d'écosystèmes, c'est d'avoir des gradients, de nombreux gradients. Alors gradient latitudinal, donc gradient climatique, fort gradient de débit, puisque on a par exemple les petits contributeurs du bassin d'Arcachon à quelques mètres cubes par seconde en moyenne annuelle, et puis des grands fleuves avec à peu près 1000 mètres cubes par seconde en moyenne annuelle. Des gradients de turbidité, on voit la Gironde, la Garonne, hein, qui sont fortement turbides comparativement à la Loire ou à la Seine, et puis des gradients de production primaire avec des concentrations en chlorophylle très fortes, voire très fortes en Seine et en Loire respectivement, et puis évidemment très faibles en Gironde et en Garonne. Donc l'idée est bien d'avoir un grand panel d'écosystèmes qui permettent d'avoir un grand panel, enfin de nombreux gradients environnementaux pour essayer de relier la composition de la MOP à des variables environnementales. Donc l'approche est la même que celle que vous a présentée Camilla tout à l'heure, une approche élémentaire et isotopique. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Juste à noter que nous avons quasi uniquement utilisé le delta C13 et le N sur C, le delta N15 n'étant généralement pas discriminant sur les différentes sources, à l'exception de la Garonne et de la Dordogne où on a pris en compte les sorties de stations d'épuration qui sont très bien discriminées en delta N15. Donc les sources que nous avons utilisées, alors selon les écosystèmes, on n'a pas toutes ces sources présentes dans tous les écosystèmes, on le verra dans les résultats. Donc le matériel terrestre dit labile, issu plutôt des sols et des litières, le matériel terrestre dit réfractaire, plutôt accumulé dans les sédiments et dans le bouchon vaseux, le matériel anthropique, et puis le phytoplancton, alors d'eau douce estuarien marin, et le microphytobenthos. Alors, vu le nombre d'écosystèmes, je ne vais pas vous présenter tous les résultats pour tous les systèmes. Je vais présenter quelques systèmes et puis je vous prendrai ensuite des résultats assez généraux. Et je n'ai pas le temps non plus de vous montrer des résultats isotopes bruts, hein, donc ce sera directement les sorties de modèles de mélange. Donc ici, l'exemple de la Loire, on a principalement deux sources de matière organique particulière, le phyto, le terrestre labile, et on voit un très joli cycle annuel avec très forte dominance de terrestre en hiver, très forte dominance de phyto en été. C'est un vrai cas d'école, on a 2 ans de données, c'est magnifique. Sur la Leyre, donc, qui est le tributeur majoritaire du bassin d'Arcachon, on a également ces deux mêmes sources principales, avec une très forte dominance du terrestre et puis une saisonnalité beaucoup moins marquée. Troisième exemple ici, donc de l'estuaire fluvial, hein, on est ici. Alors, j'ai oublié de le préciser, pour la Leyre et la Loire, on est en limite amont de la marée dynamique. Pour la Garonne, on est dans l'estuaire fluvial à proprement parler. Donc, dans la Garonne, c'est une autre histoire. On a principalement du matériel terrestre réfractaire, hein, Garonne, Gironde, Dordogne, vous le verrez par la suite. C'est un espèce d'immense bouchon vaseux qui arrose un peu plusieurs centaines de kilomètres en amont, en aval. Donc voilà, principalement du terrestre réfractaire, de l'influence des stations d'épuration au droit, enfin, donc on est ici en fait autour de Bordeaux, enfin un petit peu plus en amont de Bordeaux, et encore dans la zone de balancement des marées, et puis un peu de terrestre labile, un peu de phyto, principalement, vous voyez ici en hiver, un tout petit peu de phyto d'eau douce en hiver. Donc si l'idée maintenant c'est de regarder un peu quels sont les forçages environnementaux à cette composition.
Et c'est dans un premier temps à l'échelle de chaque système. Donc c'est un travail sur l'ensemble de l'échantillonnage, donc 1 ou 2 ans ici. Alors c'est encore une fois, ce sont des ACP. En général, ce sont la composition qui est mise en variable principale et puis les variables environnementales qui sont en variables supplémentaires. Les variables supplémentaires sont en bleu. Évidemment, faire une ACP avec 2 variables, ça n'a pas trop de sens. Donc on a fait l'inverse quand on n'avait que 2 sources. Mais bon, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que alors vous avez ici alors c'est le quoi, on voit pas très bien, le phyto ici, le terrestre ici. Vous voyez que la température en fait va diriger principalement la balance entre le terrestre et le phytoplancton. Les débits semblent avoir une petite influence certainement également, mais bon, peut-être que c'est simplement un lien avec la température. Les débits sont plus forts en hiver qu'en été. Donc c'est assez clair, ça marque bien la saisonnalité qu'on voit ici en Loire. On a un peu le même message, bien que beaucoup moins clair, parce que la saisonnalité est plus faible sur la Leyre. Et concernant la Garonne, on a évidemment un forçage. Alors, qui va jouer, le forçage, on le voit principalement sur les petites contributions. C'est-à-dire ici, les débits qui jouent sur l'apport de phyto d'eau douce et sur l'apport de matériel terrestre labile. C'est les crues qui emportent le sol, la litière, et qui l'amènent plus en aval. Donc ceci un peu en lien avec la température, mais le lien n'est pas très très clair. Et puis pareil, un lien pas très clair entre la MES et le matériel terrestre réfractaire. En fait, ce qu'il faut considérer, c'est qu'en Garonne, en gros, on a du terrestre réfractaire tout le temps, sauf de temps en temps. En gros, quand on a des débits, on a un petit peu plus de matériel amené par l'amont. Donc voilà, en moyenne annuelle sur ces 3 systèmes, on a à peu près 55% de phyto en Loire, 75% de terrestres réfractaires en Garonne, 80% de terrestres labiles dans la Leyre. Et si on regarde ça sur l'ensemble des systèmes qu'on a étudiés jusque-là, la Charente est assez similaire à la Loire, la Dordogne est assez similaire à la Garonne, et sur les tout petits tributaires du bassin d'Arcachon, on a une espèce de gradient entre du matériel quasi uniquement du terrestre labile et puis une part de phyto qui augmente selon les systèmes. Alors attention, ça n'a aucune répartition géographique. Si vous voyez, bon, la Leyre est du côté de la Leyre, mais le canal des Landes, par exemple, qui est positionné ici, se trouve en fait au sud, donc il n'y a pas de lien géographique. Et puis le Porge, qui est le canal ici au nord, qui a aussi du terrestre réfractaire. Donc je ne vais pas vous montrer non plus toutes les ACP pour chacun de ces systèmes, ce serait un peu trop fastidieux. Mais si on regarde maintenant à l'échelle de l'ensemble des systèmes, un peu comment se répartissent, donc pour le coup en moyenne annuelle, enfin en tout cas intégrés sur l'année. Donc on voit qu'on a ici le matériel terrestre réfractaire, donc qui s'associe aux steppes. En fait, ça c'est un artefact puisque les steppes ont été pris en compte principalement, enfin uniquement en Garonne et en Dordogne. Il n'y a pas d'influence de steppes ici. Pour la Loire et la Charente, ça n'a pas été pris en compte à l'époque. Donc d'un côté le terrestre réfractaire, de l'autre côté le reste qui se discrimine un peu comme ce qu'a montré Camilla tout à l'heure. Donc le phyto, le microphytobenthos d'un côté, le terrestre labile de l'autre, la balance phyto terrestre labile qu'on voit bien sur la plupart des systèmes. Donc quand on projette un peu les différents estuaires sur cette ACP, évidemment on va retrouver Garonne, Dordogne, le terrestre qui pousse sur la droite, et puis le gradient du terrestre labile vers le phyto, le microphytobenthos sur l'axe 2. Quand on projette les variables supplémentaires, on voit principalement l'influence. Donc là, on compare, on n'est plus dans un système à regarder la variabilité saisonnière du système, on compare la moyenne intégrée annuelle de l'ensemble de ces systèmes entre eux. Donc on voit que le forçage principal, il est hydrosédimentaire, avec une très forte turbidité pour la Garonne et la Dordogne associée à du matériel terrestre réfractaire. Et puis, bon, on a une espèce de vague effet température-latitude, mais qui est pas extrêmement clair ici sur l'axe 2. Donc en gros, on a principalement des systèmes turbides qui fonctionnent d'une façon et des systèmes non turbides, enfin ou moins turbides, qui fonctionnent d'une autre façon. Si on regarde cette fois ce qui se passe au niveau des gradients de salinité, donc un exemple de l'Aulne, donc le principal tributaire de la rade de Brest. En février, on a quasiment que du terrestre réfractaire.
En août, on n'a quasiment que du phytoplancton estuarien, donc très forte saisonnalité. Au contraire de la Gironde, où on a du terrestre réfractaire tout du long, encore une fois, hein, c'est un immense bouchon vaseux. Avec quelques exceptions, c'est-à-dire qu'on va retrouver un peu de phytoplancton estuarien en été, en aval, et puis un peu de matériel terrestre labile et du phytoplancton d'eau douce. Alors ici, sur cet exemple, ça ne se voit pas trop, mais on a d'autres cas où on a un peu plus de phyto d'eau douce qui arrivent en hiver, c'est-à-dire au moment des crues et uniquement en amont. En moyenne, alors pas en moyenne annuelle ici, mais en moyenne sur le gradient de salinité hein, pour chacun des mois, bon, vous voyez, voilà un peu les compositions. Et quand on regarde un peu les forçages, on va retrouver pour les estuaires turbides à peu près la même chose, c'est-à-dire toujours pareil, les MES fortement associés au matériel terrestre réfractaire. Et en gros, on a le terrestre versus le reste, et puis le reste qui peut se discriminer, par exemple ici, ça se voit bien sur la Gironde, le phyto marin et le phyto estuarien qui est aux endroits les plus salés, évidemment. Le phyto d'eau douce et le matériel terrestre labile qui est apporté par les débits. C'est un peu moins clair sur l'Aulne. Alors j'ai pas mis l'ACP, alors ici il y a une erreur de couleur, hein, c'est 98% de phyto-estuarien, les deux couleurs ont été inversées. J'ai pas mis l'ACP pour expliquer qu'il n'y a pas de variation, ça n'aurait pas de sens. Donc voici un peu ce qu'on obtient sur l'ensemble des systèmes que nous avons étudiés, dont nous avons étudié les gradients de salinité, pour les 3 saisons qui ont été les plus étudiées, hiver, printemps, été, avec quelques moyennes annuelles donc intégrées sur l'année pour les 2 systèmes pour lesquels on a un échantillonnage annuel complet. Donc vous voyez, hein, évidemment Gironde, mais aussi Charente, et puis Aulne et l'Orne, et la Seine, principalement du matériel terrestre réfractaire, encore une fois associé à la turbidité et plutôt en hiver, alors tout le temps en Gironde, mais sinon plutôt en hiver sur les autres systèmes. En Charente, on va avoir aussi une grosse fraction de terrestre labile. En fait, en Charente, on a un pourcentage de vasières intertidales relativement importante, notamment comparativement à la Gironde. Et puis, en période printanière et estivale, une augmentation évidemment de la part relative du phytoplancton dans l'ensemble de cette matière. Donc, pareil, je ne vais pas vous montrer toutes les ACP. L'idée, quand on va regarder là encore à l'échelle de l'ensemble des systèmes, on retrouve cette typologie avec le terrestre réfractaire ici, et donc la Gironde qu'on va retrouver toute l'année et les autres systèmes l'hiver. La Charente qui se dégage avec le labile, et puis Aulne et l'Orne en été, et dans une moindre mesure la Seine aussi, tout ça avec l'influence phytoplanctonique. Et quand on projette les variables environnementales, en fait, ici, on n'obtient pas grand-chose en termes de forçage. Je pense que c'est principalement dû à l'hétérogénéité des données. On a plus de données, certaines saisons qui sont plus représentées que d'autres. Et ça montre un peu la limite de notre approche avec les quelques rares paramètres environnementaux qu'on a. Il faudrait qu'on rajoute à ça très certainement la géomorphologie, c'est quelque chose qu'on pourrait faire mais qu'on n'avait pas fait jusque-là, ainsi que la pédologie, ce qui se passe au niveau des bassins versants, l'occupation des sols et la pédologie. Bon, toutefois, qu'est-ce qu'on tire de toutes ces informations? On tire quand même globalement, pour l'ensemble des systèmes étudiés, une sorte de typologie, alors qui est principalement binaire, même si en fait il y a des systèmes qui sont un peu intermédiaires entre ces deux pôles. Et un pôle, alors vous avez ici en bleu les estuaires qui ont été étudiés sur leur gradient de salinité, en vert ceux qui ont été étudiés plutôt au niveau fluvial. Donc avec des systèmes à très forte saisonnalité, principalement une balance entre le phytoplancton en été et le terrestre labile en hiver, comparativement aux systèmes très turbides avec une faible saisonnalité, principalement du matériel terrestre réfractaire, mais aussi du terrestre labile. Les forçages sont l'hydrodynamique, évidemment, la saison, la température, la saisonnalité avec l'apparition du phyto en période chaude, et puis l'hydrodynamique sédimentaire, le bouchon vaseux qu'on va retrouver.
Enfin, le mélange des masses d'eau, on n'en a pas trop parlé, hein, la salinité apparaît comme paramètre forçant, pas sur tous les gradients, mais sur quand même pas mal de gradients. Donc ceci pour les estuaires alins à forte saisonnalité, par contre aucune influence sur les estuaires alins à faible saisonnalité. Voilà, alors bon, l'idée derrière ce travail, ça va être éventuellement d'ajouter d'autres paramètres forçants. Hein. Je parlais de la géomorphologie et des bassins versants. On fait ce même travail dans le cadre de 12 écosystèmes côtiers cette fois, enfin non plus estuariens, mais plutôt au niveau des baies, des bassins, etc. C'est un EC2CO qui a démarré là, il y a 6 mois. Camilla vous a présenté tout à l'heure un des systèmes que l'on étudie dans ce cadre-là et dans un autre cadre, la côte basque. En fait, elle vous a présenté un 12e de sa thèse. Hein. Vous voyez tous les systèmes qui sont impliqués, où là on a une vraie stratégie d'échantillonnage qui est adaptée à la question scientifique, et notamment avec la prise en compte des bassins versants. Voilà, je vous remercie pour votre attention.